pour tous ceux qui ne sont pas de Rougier, je vous remercie d'être venus jusqu'à Rougier, qui est donc ce petit village où nous sommes, et nous remercions donc la municipalité qui nous a prêté la salle gracieusement. Je suis Marie-Hélène Sinapi et je suis psychologue clinicienne installée à Rougier, en libéral, justement, dans le cabinet médical de Rougier, que je partage avec le docteur Sabra, qui est un médecin généraliste. Je vais vous parler de l'association Vivre en Provence aussi, parce qu'ici nous intervenons donc dans le cadre d'une association que nous venons de créer et qui n'a pas seulement pour but de faire des conférences, ce ne serait pas très intéressant. Il y a plusieurs buts qu'on s'est fixés, mais peut-être qu'on en trouvera d'autres au fur et à mesure avec les gens qui participeront. C'est d'une part de faire des cafés par an pour réunir à la fois les parents et les enfants autour de la parentalité, de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec leurs enfants, quel que soit l'âge de l'enfant. Ça, c'est un des pôles. Et un autre pôle qui serait de créer des groupes de parole pour les adultes autour du couple, du célibat, de la vie, de l'amour, de la famille, mais de quelque chose de plus adulte. Donc on fera dans un autre cadre. Donc pour l'instant, on a ces deux pôles-là, mais il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure. À la fin de la conférence et de l'échange de questions-réponses, je vous demanderai si c'est possible de ne pas partir trop vite, puisque j'ai un questionnaire de satisfaction à vous faire remplir. Et aussi, éventuellement, pour ceux qui pourraient être intéressés, un formulaire d'adhésion à l'association Vivre en Provence. Si vous voulez être informé sur ce que fait Vivre en Provence, vous allez sur vivre-en-provence.eu. C'est notre site, et là, vous aurez toutes les activités de l'association. Ou sinon, vous me contactez moi, Marie-Hélène Sinapi, psychologue. À Rougier, il n'y a qu'une psychologue, c'est moi. Vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à le trouver. Hein? Oui, ça tourne. Bon, donc on va commencer sur ces problèmes d'anorexie boulimie. En fait, je me suis aperçue dans ma pratique qu'il y avait quand même un souci et qu'il fallait s'en occuper. Donc, on voit de plus en plus de jeunes personnes qui sont atteintes d'anorexie ou d'anorexie boulimie. Hein? Alors, il y a une dame qui s'appelait Wallis Simpson, qui était la duchesse de Windsor, qui a déclaré un jour, après la guerre, « Une femme ne peut jamais être trop riche ou trop maigre. » En fait, c'est une assertion dont on pourrait bien remettre en cause le fondement, parce que être trop maigre, ben si, c'est un problème. Trop riche, j'en sais rien, je n'ai pas les moyens de juger. À cette période, donc après la guerre et après la Deuxième Guerre mondiale et après les privations qui ont pu avoir lieu de chaque côté, la façon de se nourrir a beaucoup changé et a généré des difficultés à la fois psychiques, donc quand je dis psychique, c'est l'esprit, et physique, c'est le corps pour certaines personnes. Ces troubles concernent essentiellement des jeunes filles et des femmes et débutent souvent à l'adolescence. Pas toujours. C'est pas que des femmes, c'est pas que des filles et c'est pas que à l'adolescence. Bon, mais on va prendre cet axe de travail parce que c'est quand même le cas le plus courant. Alors l'anorexie boulimie, eh bien, ça rentre dans une catégorie plus large qui s'appelle les troubles du comportement alimentaire, qui recouvre toutes les manières non habituelles de se nourrir pour une personne d'un âge et d'une culture donnée. Le fait de manger 3 repas par jour est récent, car nous avons la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, les moyens de manger 3 fois par jour. Dans certaines cultures, on ne connaît pas les troubles alimentaires. Par exemple, au Ghana,
Une femme ronde est appréciée car elle représente la prospérité pour sa famille. Dans un pays où tout le monde n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour manger, être celui qui mange bien ou qui donne bien à manger à sa famille est considéré comme quelque chose de bien. Dans l'anorexie mentale, une personne de poids normal, jeune, et atteint un poids significativement inférieur à la normale, et pourtant, se sentant encore grosse, elle continue à se priver. La jeune fille refuse l'alimentation alors qu'elle meurt de faim et refuse la prise de poids alors que son corps est amaigri. On contrôle cela par l'IMC de la personne, l'indice de masse corporelle, qui se calcule par le poids divisé par la taille carrée. Donc, vous voyez une fraction, en dessous de la fraction, vous prenez votre taille, vous la multipliez par elle-même, donc vous l'élevez au carré, et au-dessus, vous mettez votre poids. Et vous divisez le poids par la taille au carré, vous tombez sur l'IMC. Donc on constate que pour les anorexiques, on a des IMC inférieurs à 13 pour un adolescent ou une adolescente et des IMC inférieurs à 18 pour un adulte. Alors ces anorexiques, eh bien, ils sont dans le contrôle, ou elles sont dans le contrôle, et se fixent des buts très élevés qu'elles s'inquiètent de ne pas atteindre. Et ces obsessions finissent par gouverner leur vie. L'anorexie débute souvent par un simple régime amaigrissant. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui n'ont jamais fait de régime dans leur vie? Voilà, c'est bien. Vous êtes trois, bravo. Bon, moi qui ai un peu tendance à l'embonpoint, j'avoue que j'en ai déjà fait. Ça m'est déjà arrivé. En suivant les conseils pas forcément avisés de copines ou d'amis, en lisant des choses. C'est pas forcément malin. C'est très idiot. Ça. On est nombreux à le faire. La boulimie est un trouble caractérisé par des épisodes de suralimentation, suivis de vomissements, d'utilisation de laxatifs, de périodes de jeûne ou d'exercice physique intensif. Les personnes boulimiques mangent par à-coups. Elles ont un besoin maladif d'aliments sucrés et gras, sont préoccupées par la nourriture et sont souvent déprimées ou anxieuses. Elles ressentent souvent de la tristesse et de la honte pendant et juste après les crises. Les crises de boulimie et de vomissement surviennent quand la personne n'a pas respecté son régime trop contraignant. Donc la plupart du temps, ça c'est un axe que j'ai choisi, mais il y en aurait d'autres. La plupart du temps, on a des anorexiques, qui sont la plupart du temps des jeunes filles, qui vont se fixer des normes tellement restrictives que leur corps ne va pas supporter, leur psychisme non plus. Ce qui fait qu'en fin de journée, on risque d'avoir une sorte de crise d'angoisse, si vous voulez, qui va se manifester par une attitude consistant à se ruer sur un frigo ou sur un placard et à ingurgiter des choses sucrées, comme en général, c'est en revenant soit du travail, soit de l'école, c'est la fin de l'après-midi, et on va se retrouver avec une espèce de super goûter, super gras et super sucré, ingurgité très rapidement, jusqu'à ce que ça soit trop. Et ensuite, on peut avoir des vomissements qui sont au début, entre guillemets, volontaires, et après, qui deviennent impossibles à arrêter, s'il vous plaît. Ce qui va poser aussi d'autres problèmes de santé. Donc on sait que 50% des anorexiques sont aussi boulimiques et que 27% des personnes aujourd'hui boulimiques ont été anorexiques autrefois. Donc les deux
Les deux troubles sont liés, malheureusement. La boulimie, suivie de vomissements, est souvent difficile à repérer, car les jeunes filles n'ont pas un poids très différent de leur courbe habituelle. Alors là, je parle de la courbe de poids qu'on voit dans les carnets de santé des enfants. Si vous êtes, entre guillemets, que anorexique, le poids va chuter tellement brutalement que tout le monde va s'en apercevoir. Pour une personne qui est à la fois anorexique et boulimique, ça va être beaucoup plus masqué, parce que la courbe de poids peut baisser, mais peut aussi se stabiliser, puisque quand même, il y a des prises de nourriture très intenses en fin de journée, suivies de vomissements ou de laxatifs, mais qui n'éliminent pas tout. Et donc là, c'est encore plus compliqué, parce que c'est plus difficile à repérer. Afin d'être plus clair, nous allons décrire la souffrance de la jeune fille anorexique, mais celles des garçons ou des filles boulimiques sont sensiblement les mêmes. Alors, en ce début du XXIe siècle, c'est quand même quelque chose d'important. Dans les pays occidentaux ou qui ont adopté un mode de vie occidental, parce qu'on se rend compte que dans les pays, qu'ils soient asiatiques ou autres, dès qu'ils passent en mode de vie occidental, entre guillemets, on voit arriver les problèmes des troubles alimentaires. Donc ça touche 0,5% des filles et 0,03% des garçons de 12 à 17 ans, l'anorexie. Alors 0,5% des filles, vous me direz, c'est pas beaucoup, mais si, c'est quand même beaucoup. Il faut quand même s'en occuper. Alors on a souvent un pic d'anorexie à 16 ans. Et la moitié des patientes prises en charge à l'adolescence guérissent. Donc s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut faire prendre en charge ça très rapidement et très sérieusement. Ce n'est pas une plaisanterie. Il s'agit d'une véritable maladie qui peut avoir des conséquences très graves si on ne la traite pas suffisamment tôt. Une hospitalisation est parfois nécessaire et dans certains cas extrêmes et non prise en charge médicalement, ça peut aboutir à des décès. Donc on a quand même 5% des anorexiques qui décèdent par défaut de prise en charge, pas ceux qui sont pris en charge. À ce jour, on a décelé aucun gène de l'anorexie, donc c'est pas, a priori c'est pas génétique. Ça serait plutôt culturel et ça serait plutôt lié à l'environnement. Hein. Le regard porté par les adultes sur les jeunes est déterminant pour leur capacité à s'imaginer demain. En fait, les jeunes, c'est pas des adultes en petit. Non, c'est des jeunes. Ils doivent être pris en compte tels qu'ils sont, avec leurs spécificités, et aussi encouragés, soutenus de façon bienveillante. Et souvent, c'est un des problèmes, pas toujours, mais souvent. Il faut savoir que le développement cérébral et neurobiologique dure jusqu'à 25 ans. Et la dernière zone à devenir mature est le cortex préfrontal, c'est-à-dire celui qui est là. Et ce cortex préfrontal, c'est celui qui nous permet de faire des tâches complexes, c'est-à-dire toutes les tâches dont on a besoin qu'on utilise dans notre vie moderne. C'est tout ce qui est calcul, communication, analyse, etc. Donc ça, vous en avez besoin tout le temps, et encore plus au XXIe siècle qu'au XXe ou qu'au XIXe. Hein. Mais ça devient complètement mature qu'à 25 ans. Donc si la jeune fille elle a 16 ans, il faut bien comprendre que son cortex, il n'est pas complètement mature. Hein. Il est toujours en développement. Donc ce ne sont pas des adultes en petit, c'est vraiment des personnes spécifiques. Donc il ne faut pas attendre des jeunes qui se comportent comme des adultes, puisque c'est des jeunes. Alors on va parler maintenant du début de l'anorexie. Et si on l'apprend au début, c'est mieux qu'à la fin. Hein. Les jeunes filles anorexiques font souvent un discours chronologique de leurs troubles et instituent un commencement.
Ah, c'était avant les vacances d'été. Ou c'était en troisième. Ou c'était quand j'ai rencontré Noémie, qui est devenue mon amie. Hein? Donc elles ont une date comme ça, elles savent dire quand est-ce que ça a commencé la plupart du temps. Mais qu'est-ce qui commence? Un régime est-il le commencement de l'anorexie? C'est toute la question de l'engagement dans une sorte de déviance du comportement alimentaire. En fait, le régime pourrait être défini comme un mode d'alimentation ayant pour objectif de transformer l'apparence corporelle par la perte de poids. Donc on est nombreux, même si dans cette salle c'est 50-50. Ça reste quand même qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait des régimes, hommes et femmes, dans leur vie. Et voilà, ça c'est pas forcément une bonne idée. Hein, mais à l'époque, quand on l'a fait, on a cru que c'était une bonne idée. Il y a eu une publicité, là, je ne sais pas si vous l'avez vue récemment, mais qui moi m'a fait bondir. C'était une publicité pour une salle de gym, je crois, qui disait cet été, à la plage, vous voulez être une sirène ou une baleine. Vous vous rendez compte ce que ça va trimballer quand même, hein, derrière. Et c'est écrit en lettres comme ça. Alors, donc ça agit aussi. Donc l'anorexie, c'est un trouble psychosomatique. Donc psycho, l'esprit, soma, le corps. Après la Seconde Guerre mondiale, la médecine a compris que sous l'influence de troubles émotionnels prolongés, des troubles somatiques chroniques du corps, donc des troubles du corps, pouvaient se produire. Donc on sait maintenant que l'équipe thérapeutique va utiliser à la fois des méthodes ayant pour but de traiter la physiologie du corps de la personne, et ça on en a beaucoup besoin bien sûr, mais aussi d'autres méthodes qui relèvent de la psychologie clinique, afin de mieux comprendre la souffrance psychique, la souffrance de l'esprit de la personne, qui est toujours là et qui est très importante. En fait, si on va au bout du raisonnement, on peut dire que toute maladie peut être envisagée sous l'angle psychosomatique, puisque les facteurs émotionnels influencent tous les processus physiologiques. Et les troubles du comportement alimentaire ont de nombreux points communs avec le mécanisme du stress. Mais pas que, mais quelques points communs. Le fonctionnement de l'esprit, du psychisme de la personne, entraîne des conséquences sur le corps, le soma, qui lui-même a une influence sur l'esprit, le psychisme. Donc on a une boucle, hein, ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, l'esprit sur le corps sur l'esprit. Et en matière de stress, c'est pareil, ça fonctionne comme ça. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est pourquoi la prise en charge pluridisciplinaire par des médecins et des psychologues, des personnes, est indispensable en matière d'anorexie et boulimie. L'un sans l'autre ne s'en sortira pas. Je dirais qu'il faut mettre aussi des diététiciens. En fait, il faut des médecins, des diététiciens et des psychologues. C'est comme ça que la personne peut s'en sortir. Avec un seul des professionnels, ça n'aboutira pas. Et ces deux comportements alimentaires, donc anorexie et boulimie, sont liés au mal-être des adolescents, et des adolescentes souvent, et à la mauvaise image qu'elles ont d'elles-mêmes. Les éléments que les médecins retiennent pour diagnostiquer une anorexie, par ce temps contrôle, sont la restriction alimentaire, l'éviction de certains aliments, le refus de s'alimenter, éventuellement la boulimie. Alors, la restriction alimentaire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on mange moins en quantité. L'éviction de certains aliments, c'est-à-dire qu'il y a certains aliments qu'on ne veut plus avaler, qu'on ne peut plus avaler. Le refus de s'alimenter, on arrête complètement de manger. Et la boulimie, ce sont les crises de prise alimentaire comme ça en fin de journée, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une phase d'anorexie peut durer de 1 à 3 ans,
Bah c'est bon. Oui, bon. Ouais. On ferme le break. Non. Non. Donc une phase d'anorexie peut durer de 1 à 3 ans, au début de l'adolescence, et s'il n'y a pas de guérison au bout de 5 ans, on considère que cette anorexie est chronique. Donc le trouble s'est chronicisé. Donc on a intérêt à le prendre le plus vite possible, justement pour éviter que ça se chronicise. Parce qu'après c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en sortir, mais c'est plus compliqué. Il faut savoir aussi que les jeunes filles anorexiques sont aussi celles qui ont le plus fort taux de suicide parmi les adolescents. L'anorexie mentale est une maladie qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'elle peut entraîner des atteintes corporelles importantes, notamment en période de croissance. Les jeunes filles peuvent développer des problèmes cardiaques, rénaux, gynécologiques, du type absence de règles, qu'on appelle des aménorrhées, risque d'infertilité dans l'avenir, retard de croissance. Cela peut conduire à les hospitaliser et parfois même à les nourrir par sonde gastrique, quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Lorsque l'anorexie est moins grave ou qu'elle a été détectée plus tôt, une simple prise en charge en hôpital de jour peut suffire. La jeune fille rentrera chez elle le soir. Qu'est-ce que c'est un hôpital de jour? C'est un établissement où vous allez le matin et dont vous sortez le soir. Dans la journée, vous allez prendre un repas qui, du coup, sera équilibré, mais surtout, vous allez faire différentes activités et vous allez pouvoir parler à la fois des professionnels et à la fois des personnes qui sont dans la même situation. Donc, en général, ça produit de bons résultats. En tout cas, la solution est de consulter le plus tôt possible. Lorsqu'un jeune ou un adulte découvre une personne anorexique, elle doit inciter la jeune fille à consulter au plus vite un médecin ou à se rendre directement dans un centre hospitalier. Ça, c'est de notre responsabilité à tous, en tant que citoyens, quel que soit notre métier et quel que soit notre rôle dans la société. C'est pas une question d'être diététicien, médecin, psychologue ou autre, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'on rencontre une personne qui, sans s'en apercevoir, sans le vouloir bien sûr, met sa vie en danger. Et en tant que tel, on est censé l'aider. Voilà. Ce qui n'est pas facile. Le rôle de l'environnement est essentiel. Ce sont les habitudes alimentaires, familiales et sociales. La façon dont on perçoit l'alimentation dans notre esprit provient en grande partie de la relation du bébé à sa mère ou à la personne maternante. D'une façon générale, quand je dis mère, vous entendez personne maternante. C'est la personne qui s'occupe des bébés, quel que soit son lien avec l'enfant. Lorsque la mère tient son bébé dans ses bras et le nourrit, que ce soit au sein ou au biberon, ça ne change pas trop grand-chose, elle crée avec lui un espace psychique commun. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait 3. Ça ne fait pas 2. C'est-à-dire qu'il y a le bébé, il y a la mère, et il y a l'espace psychique qu'ils ont créé entre eux. Et c'est pas que le lait qui nourrit l'enfant, c'est aussi cet espace psychique commun. Et c'est ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire. C'est Donald Winnicott qui a théorisé ça, très intéressant. Et ça, c'est essentiel, dans la vie d'un enfant. L'enfant s'épanouit dans le regard de sa mère. Donc c'est une relation très forte et essentielle au développement physique et psychique de l'enfant. Tout au long de sa vie, sa relation à sa mère teintera son rapport à la nourriture. Teintera. Il n'y a pas que ça, mais ça teinte sa relation à la nourriture. La jeune fille, quel que soit son niveau social, vit dans une société qui a elle aussi des images communes sur la nourriture. Il y a 3 types de personnes autour de la jeune fille anorexique, bien souvent. D'une part, les prescripteurs, ceux qui recommandent de faire un régime. Ça peut être parfois des soignants, ça peut être des entraîneurs sportifs, parce que pour faire telle compétition dans telle catégorie, il ne faut pas dépasser tel poids. Après, il y a les incitateurs,
ceux qui incitent à le faire, les parents, les amis. Et enfin, il y a les accompagnateurs, ceux qui font leur régime avec nous, la sœur, la mère, l'ami. Après, il y a des gens qui, en une seule personne, sont à la fois des protecteurs, des incitateurs et des accompagnateurs. À eux de prendre leurs responsabilités. Mais ces jeunes filles, elles ne sont pas comme ça dans le bleu du ciel, elles vont aussi dans un établissement scolaire, la plupart du temps. Selon les pays et selon l'âge des enfants, la journée d'école n'est pas rythmée de la même façon. En France, elle dure toute la journée, même pour des tout-petits, avec une longue pause méridienne d'au moins 1h30, voire des fois 2 heures. Alors que dans certains pays anglo-saxons ou autres, ou de l'Europe du Nord, on va avoir des journées qui se terminent en début d'après-midi, juste après le repas de midi. L'organisation du repas est donc différente. Le temps pour manger, la composition du repas, la personne qui l'a cuisiné, ce n'est pas pareil. Tous ces éléments vont donc agir sur la perception que l'enfant aura de la nourriture, du plaisir ou du déplaisir qu'il engendre. Donc en France, on va avoir une longue pause méridienne avec la plupart du temps un repas pris à la cantine. Donc c'est pas du tout pareil que si vous vous arrêtez à 15h ou 14h30 après avoir mangé peut-être qu'un simple sandwich ou qu'une simple salade et qui a été préparé par maman et qui a été posé dans le sac de classe par maman. Et on sait ce qui est dedans. Et c'est un petit bout de maman qu'on a avec nous. Alors c'est peut-être moins équilibré, mais c'est un petit bout de maman. Alors que quand je vais à la cantine, il n'y a pas de relation à la mère. À l'adolescence, l'appartenance au groupe d'amis est importante et tout groupe, forcément, instaure des règles de vie, notamment en matière de nourriture. Lorsque les jeunes filles se réunissent entre elles, où vont-elles manger? Et quelle est la composition de ces prises alimentaires? Parlent-elles de lignes, de poids entre elles? Lorsqu'elles partagent ce repas avec des garçons, ont-elles les mêmes attitudes? Ces éléments sont essentiels pour comprendre leur anorexie. Pourtant, d'un autre côté, le soutien social favorise une bonne santé. Il ne faut pas rester isolé. Alors tout ceci pour dire quoi? Si vous êtes au lycée, qu'il y a une pause et qu'on peut sortir, si on a 2 filles ou 3 filles, elles vont peut-être aller manger une salade ensemble, un petit truc léger. S'il y a des garçons qui se mettent avec elles vont peut-être aller manger ailleurs. Alors les garçons prendront sûrement quelque chose de plus consistant et les filles quelque chose de plus léger, mais ils ne rentrent pas dans le même établissement, déjà au départ. Donc voilà, qu'est-ce qu'on mange quand on est entre nous? Et à l'adolescence, l'appartenance au groupe, c'est super important. Et donc, c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on fait entre nous. D'un autre côté, être isolé, c'est pas une solution. Et plus on est isolé, plus on est triste. Donc, on a aussi besoin du groupe des copains et du groupe des copines. Donc, c'est à nuancer. Ensuite, chaque groupe social a une représentation de ce qu'est un beau corps. On a longtemps cru que les photos dans les revues, les films, les publicités, des corps représentés comme beaux avaient une influence déterminante sur le comportement alimentaire des jeunes filles. On sait désormais que c'est plus leur mal-être psychique et leur entourage proche qui sont déterminants. Toutefois, il existe toujours des réactions discriminantes dans notre société envers les personnes trop corpulentes, que ce soit dans le monde scolaire ou dans celui du travail, ce que certaines personnes ont appelé la grossophobie, qui peut être discriminante. L'idée que le gras est mauvais est toujours répandue. Il existe aussi toujours des jouets pour les filles et d'autres pour les garçons, entre guillemets, des sports considérés comme plus féminins ou plus masculins. Notons que la poupée la plus mince et la plus répandue en Occident, dont je tairai la marque, n'aurait pas pu vivre avec les mensurations qui sont les siennes. Elle serait morte.
les personnages des jeux vidéo et des avatars que l'on crée dans les jeux vidéo pour nous représenter nous sont soit minces pour les femmes, musclés et minces, et musclés et costauds pour les garçons. Regardez bien les jeux vidéo, vous verrez comment ils sont représentés. Hein. Donc tout ça, ça joue un rôle. Hein. On revient à l'histoire de la baleine et de la sirène. Hein. C'est un peu lourd ça dans la société. L'anorexie est une prise de contrôle sur son corps par la jeune fille qui marque une discontinuité dans sa vie. Si il y a régime en même temps que la reprise d'une activité sportive ou intellectuelle intense et changement vestimentaire, on peut commencer à observer de près les prises alimentaires de la jeune fille. C'est volontairement que l'adolescente décide de se transformer. Elle s'oblige elle-même à changer son corps qui ne lui convient plus, le considérant comme trop gros, même si ce n'est pas le cas. L'image psychique qu'elle en a est liée à son mal-être. Ces jeunes filles ayant une mauvaise image de soi ont souvent un trouble du comportement alimentaire et inversement. C'est-à-dire, pas toujours, mais souvent, on a trouble du comportement alimentaire, mauvaise image de soi, trouble du comportement alimentaire. Alors qu'est-ce que c'est l'image de soi? C'est la façon dont on se voit soi-même dans notre esprit. Hein. Le propre de l'humain, c'est d'avoir une réflexivité, justement. C'est-à-dire de pouvoir se voir lui-même, se regarder lui-même. Donc dans notre esprit, nous avons une façon de nous voir nous-mêmes. Sauf que dans notre esprit, nous ne nous voyons pas tel que nous sommes. Hein. Ça, c'est tout. Il y a 3 étapes dans la carrière d'un anorexique ou d'une anorexique. L'engagement dans une prise en main, le maintien de cet engagement, puis la prise en charge par l'institution médicale. Toutes les jeunes filles parlent de régime, mais toutes n'en font pas un. Parmi celles qui en font un, seules quelques-unes deviendront anorexiques. Mais que se serait-il passé si un homme n'avait pas parlé au début? Quelles sont les limites à ne pas dépasser si on ne veut pas mettre son corps et son psychisme en danger? Eh bien là, je passerai peut-être la parole après au diététicien. Mais pour rester en bonne santé, il convient de manger en quantité raisonnable des lipides, des glucides et des protéines. C'est pourtant simple. A priori, c'est simple. Donc les lipides, c'est des corps gras. Les glucides, c'est du sucre, même si c'est transformé, mais c'est du sucre. Les protéines, ce sont des protéines, soit animales, soit végétales. Il faut répartir cette alimentation en 3 prises, notamment en période de croissance, avec un solide petit déjeuner et un déjeuner copieux. L'opposé, ce que se font les jeunes filles anorexiques qui en général partent à l'école le ventre vide, ou avec peut-être un petit café, hein, et qui à midi mangent entre elles de nouveau très peu de choses. Alors comment on fait face à cette petite différence? Si jamais il y a un surpoids, et je sais de quoi je parle, j'y suis passée. C'est pas facile. Lorsque ce surpoids est avéré, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas uniquement psychique, mais qu'il y a bien un fondement psychique, un fondement corporel dans ce surpoids. Hein. S'il est avéré, il doit donc être considéré comme une simple différence avec laquelle on peut vivre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en charge, le médicament, mais on peut vivre en ayant quelques kilos en trop, quelques. Chaque être humain est unique dans son corps et son esprit, dans sa vie. Et c'est une chance d'être unique. Ce n'est pas un souci. L'adolescente peut se mettre en danger pour se sentir vivante aussi. Elle est un être physique et psychique en formation qui peut se sentir affaibli et sans repère. Refusant les règles et usages de sa famille, elle est en conflit permanent avec elle, tout en cherchant des limites.
Les parents peuvent comprendre le désarroi de leur fille tout en maintenant un cadre souple mais ferme. Il peut y avoir des comportements dangereux, tels que conduite en état d'ivresse, consommation de produits toxiques, scarification, mutilation. Il faut ça, c'est aussi en période d'adolescence. Il n'y a pas que les anorexiques qui peuvent faire ça, mais aussi les adolescents. Un adolescent, par définition, c'est un être en formation. Hein. Donc il y a besoin, pour se former psychiquement, d'être en opposition avec ses parents. Donc jusque-là, c'est normal qu'ils s'opposent. Qu'ils veuillent un peu se mettre un peu en danger pour être un peu à la marge et tester des trucs. Oh, si c'est de temps en temps, c'est pas grave non plus. Mais quand on en arrive à mettre en jeu sa propre vie, là il y a un souci. Hein. Donc il y a une différence à trouver. Donc moi je dirais qu'il faut se sentir en accord avec soi-même pour ne pas subir les dictats sociaux. Chacun doit se connecter à son intériorité, voir ses qualités, ses aptitudes, ses goûts, ses choix, et en jouir au lieu de tenter de ressembler à des images qu'on tente de nous imposer. Le psychologue est là pour guider la jeune fille dans son développement et la rassurer lorsqu'elle en a besoin. Il peut aussi alerter lorsqu'il juge la personne en réel danger. Connectons-nous chacun à notre être profond et cessons de nous comporter comme des entités poreuses et influençables. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser ou des remarques à faire ? Parce que